Messieurs et dames, bonsoir. Merci d'être encore une fois dans notre JDS, journal du dimanche au soir, qui débute chaque 19h30 les dimanches. Les sujets marquants aujourd'hui, les 70 personnalités désignées pour être membres de l'Assemblée législative de transition sont connues depuis hier. Elles seront installées le mardi 22 mars prochain à 10h. Mais avant, quel regard sur sa composition, quel chef, ou plutôt quelle clé de lecture nous allons les avoir et les partager dans ce journal du dimanche au soir. Et puis le réseau national des consommateurs du Faso Rencof en abrégé donne de la voix, flambée des prix des céréales sur le marché, spéculation des prix de logement en passant par les frais de scolarité. Le réseau dénonce quelles sont les solutions possibles, quel est d'ailleurs ce réseau qui vient sur un terrain sur lequel l'on est habitué à entendre une ligue des consommateurs, quels sont d'ailleurs leurs rapports. Adama Bayala, président du Rencof, sera notre invité. Et puis sport, pour terminer, Ligue 1 Lonabé, 19e journée, le point sera fait. Nous nous intéresserons au volleyball avec la Coupe d'Afrique des clubs champions de la zone 3 de volleyball de la Confédération africaine. Elle s'est achevée aujourd'hui même. Nous recevrons Pierre Guigemde, DTN, entendez directeur technique national de volleyball. C'est donc le sujet marquant pour ce qui est de ce JDS. Nous allons, une fois n'est pas coutume, commencer par la tranche société. Société donc pour ouvrir ces JDS, avant d'aborder les questions politiques comme annoncé en titre. Le Burkina Faso compte, on le sait, plus d'une soixantaine de groupes ethniques. Les Bolons, auxquels nous allons nous intéresser, vivent au sud-ouest du pays, entre Sénoufo et Bobo. Cette ethnie est confrontée depuis plusieurs années à un préjugé qui nuit parfois son mieux-être dans la société. Épouser une femme Bolon, selon certaines personnes, serait source de malédiction. D'où viennent ces préjugés? Nous sommes allés à la découverte de l'ethnie Bolon pour comprendre davantage sa culture, certaines réalités auxquelles ce peuple fait face. C'est dans ce reportage signé Sanata Serré. L'ethnie Bolon est connue pour sa forte personnalité et sa très belle culture. C'est un peuple qui vit à l'ouest du Burkina Faso, dans environ une vingtaine de villages. Connu pour son masque rituel, le Konfé, l'ethnie Bolon a réussi à conserver cette et sa culture. Ce peuple serait une vieille branche de Malinké venue du Mandé et ne sont pas issus du groupe ethnique Sénoufo, comme le prétendent plusieurs sources. En plus de la méconnaissance des origines historiques des Bolons, ce groupe ethnique est victime de stigmatisation. Selon certaines croyances, la fille Bolon serait porteuse de malheur et tout mariage contacté avec elle peut nuire à la famille et à la lignée du conjoint. Des allégations qui ont la peau dure et qui n'ont aucun fondement à en croire Dr Sanou, qui dans le cadre d'une étude menée sur les Bobos a côtoyé les Bolons. Et dès qu'on s'intéresse aux Bolons ici, il y a l'ostracisme qui les frappe là, qui apparaît tout de suite. Bon, l'histoire a plusieurs variantes, mais les conséquences sont que ce qui est répandu, on dit que si quelqu'un épouse une femme Bolon, tu ne vas jamais réussir. Je ne pense pas que la notion de réussite sociale soit liée à une ethnie ou quelque chose comme ça. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas de travail aujourd'hui doit dire que c'est parce que c'est l'enfant d'une femme Bolon issue d'un mariage, c'est pour ça qu'il n'a pas de travail? Je ne crois pas que cela soit vrai. Mythe ou réalité, cela a fini par devenir une croyance. Cependant, rien ne prouve de façon concrète qu'épouser une femme Bolon est source de malheur, d'une quelconque pauvreté ou de misère. Et ils sont nombreux ces hommes qui ont brisé le tabou et bravé ces interdits en scellant des liens de mariage avec les femmes issues du groupe ethnique Bolon. Des témoignages que partage avec Moussibiri Baro, né des pères et des mères Bolon, et aujourd'hui chargé des relations avec les institutions au ministère des Droits humains. Il y en a à l'appel des sœurs qui se marient à d'autres ethnies, et je pense que c'est même, je me dis même que c'est tout le contraire de ce que les gens disent, hein. Je pense que mes sœurs sont les plus chanceuses. Personne n'est mauvais, personne ne crée le malheur d'autrui. On est tous des enfants de Dieu. Je connais beaucoup de gens qui ont épousé des femmes Bolon et puis bon, qui sont relativement stables dans la société. Ça n'a absolument rien à voir avec leur origine ethnique. Et parmi ces exemples, nous avons le cas du couple Compaoré qui a plus de 40 ans de vie commune. L'époux est Mouaga et sa conjointe est Bolon.
Plus de 4 décennies de vie de couple bonifiée par 6 enfants. Malgré les préjugés, Jean Compaoré dit vivre heureux dans une ambiance conviviale avec sa femme et ses enfants. Je l'ai connu à Bobo et je l'ai envoyé en famille ici pour que la famille puisse la connaître. Bon, la famille l'a connue, ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. Bien vrai qu'elle ne parlait pas notre langue, le moré, mais elle s'est débrouillée quand même. Depuis 1981, nous sommes là. Nous n'avons jamais eu de problème. Non, en tout cas, moi, je ne suis pas pour lui, mais je ne suis pas du aussi non plus. Mais ça va. De toutes les façons, vous êtes venus. Vous voyez le cadre dont nous vivons ici. C'est comme ça. Il connaissait chez nous. Au village, il est parti. Mangorotou comme Koreba, sur la colline là. Voilà. Il connaît tout. Je n'ai pas eu peur. Je l'ai tout expliqué. Je ne l'ai pas caché quelque chose. Pour valoriser sa culture et montrer ses potentialités et son savoir-faire, Fatogoma Barrow lui-même Boulon a fait de ce sujet le thème de son mémoire de maîtrise en 2014. Une étude qui a porté sur les éléments de théâtralité dans la cérémonie des masques qu'on fait chez les Boulons. Ce document, Sibiri Barrow dit l'avoir lu avec beaucoup d'intérêt. Je suis émerveillé par le travail que M. Barrow Fatogoma il a abattu par l'ensemble des informations contenues dans ce document. Donc pour moi c'est un émerveillement, c'est une fierté d'appartenir à une telle ethnie. Il a non seulement valorisé la culture Bolon, il a aussi permis peut-être à toute la communauté Bolon de s'affirmer. Un travail scientifique, certes, mais les pesanteurs sociales et la discrimination continuent d'impacter négativement l'intégration sociale des membres de ce groupe ethnique qui souffrent le martyre. Ceux qui sont même les premières victimes de cette stigmatisation se retrouvent souvent sans élément de réponse ni d'explication crédible de la part de leurs parents. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire et donc quand on est arrivé au Burkina, surtout quand je suis allé au collège à Bobo Dioulasso, c'est là que j'ai su que quand tu disais être Bolon, on te regardait comme si tu étais un extraterrestre. Bon, on ne comprenait pas pourquoi. Comme je dis, on ne comprenait pas. On a dû poser des questions à nos parents. Nos parents aussi nous disaient comme ça, c'est des histoires comme ça qui arrivaient. Mais il n'y avait pas de fondement. Même eux ne pouvaient pas, même ceux qui disaient des choses sur les Bolons, qui stigmatisaient les Bolons, ne pouvaient pas vous dire clairement sur quoi ils se fondaient pour faire pour poser ces actes-là ou dire ces propos diffamatoires sur les Bolons. Représailles orchestrées en réponse au refus de cette communauté de se convertir à la religion islamique ou malédiction après un inceste commis par un ancêtre de la lignée. Que faut-il retenir comme raison de cette mise à l'écart des Bolons? Ce qui est certain, le mystère reste entier. Pour sa part, Sibiri Barrow invite ses frères Bolons à être fiers de leur origine, à s'affirmer et surtout à mener le combat de façon collective pour se défaire de ses préjugés. Et c'est là pour la réhabilitation de l'image des Bolons et de leurs descendants. Très beau reportage que nous proposait donc Sanata Siré sur des pans qui sont très importants de notre société et qui méritent qu'on s'y penche. Nous allons parler politique et c'est bien pour cela que nous recevons Bernard Bougma qui est chef de desk politique à WattFM et True TV. Bonsoir Bernard. Bonsoir Geoffroy et bonsoir madame, monsieur. Merci de me recevoir. C'est un plaisir de vous avoir. On va parler politique mais je vais vous permettre quand même de réagir au reportage qu'on a vu tout à l'heure. On est dans une société burkinabé d'où on vient, en tout cas il y a souvent ces petites histoires, ces mythes, ces choses construites qui dérangent le vivre ensemble et qui jettent quelquefois aussi des éléments de fissures, de division, mais qu'il faut aborder avec courage. Certains acceptent de faire le pas et de braver, et d'autres restent toujours dans ces mythes-là et à y croire. Qu'est-ce que cela vous donne quand vous regardez ce reportage? Est-ce qu'il vous parle? Effectivement, le reportage me parle.
parce que le reportage parle d'une communauté qui est victime de stigmatisation et ou de discrimination avérée ou supposée. Donc ici, la parole est donnée aux acteurs et vous voyez quelqu'un qui dit qu'il a 40 ans de vie pratiquement avec son épouse et qu'il n'y a pas de problème. Il y a un qui dit je suis né de père et de mère Bolon, il n'y a pas de problème, les parents vivent. Donc c'est-à-dire, ça contribue effectivement à briser ce mythe-là. Et donc c'est un sujet quand même tabou quand on aborde les questions communautaires au Burkina. Et ce n'est pas seulement les Bolons, il y a plusieurs autres communautés qui sont victimes de stigmatisation supposée ou avérée, mais il y a toujours au niveau des sociétés certaines choses comme ça. Maintenant, le silence ici ne peut pas payer. Donc, accepter s'exprimer à visage découvert, que les universitaires se penchent sur la question, que des témoins vivants se penchent sur la question, je pense que c'est une bonne chose. Ça contribue à résorber comme on appelle ça, le mythe, ça contribue à lever un coin du voile sur effectivement ce qui se passe. Effectivement, il y a eu plusieurs discussions sur cette affaire, on a tout entendu et vous avez des prétendants qui ont détalé quand ils ont su que la fiancée est Bolon et ou vice-versa. Donc, il y en a qui cachent et qui sont allés même prendre d'autres noms de famille, rien qu'à cause de cela. Et vous vivez difficilement avec ça, parce que vous vivez sous un toit avec un homme et vous lui cachez cela parce que le premier jour que ça va se révéler, vous êtes habité par la crainte que monsieur va partir. Donc, imaginons si dans ces conditions vous êtes marié sans lui avoir dit, parce que la dame dans le reportage a dit qu'elle a tout expliqué à monsieur Compaoré, mais il y en a qui cachent parce que le nom de famille même a été changé et vous vivez très difficilement, vous vivez vous renfermer et dans cette peur-là permanente dans un foyer et après ça devient effectivement de la difficulté. Donc ça confirme que dans les sociétés il y a des mythes, il y a des préjugés. L'autre aspect, c'est que des gens parlent à visage découvert pour lever un coin du voile et déconstruire effectivement ce mythe-là. Autre actualité et on va dire autre rubrique que nous allons ouvrir et c'est celle politique. La commission chargée de l'opérationnalisation de l'Assemblée législative de la transition a rendu publique la liste des membres titulaires devant siéger à la dite Assemblée. Elle est donc connue depuis hier. 70 personnalités, dont 14 femmes. Les profils les plus marquants avec Abdoul Rahim Niénié. Composé de 71 membres, les représentants désignés pour siéger à l'Assemblée législative de la transition ALT sont connus à l'exception du représentant de la région du Centre-Nord, faute de consensus. L'Assemblée législative de la transition ALT comprend des figures très connues de la scène politique. Luc Adolphe Tiao, ancien premier ministre de Blaise Compaoré, il avait démissionné du CDP et créé son parti, le Rassemblement patriotique pour le développement, en novembre 2021. Le parti du dernier premier ministre de Blaise Compaoré n'est ni affilié à la majorité ni à l'opposition politique, ce qui lui vaut cette destination à l'ALT au titre des partis classés dans la catégorie autre. Pourtant, certains partis avaient contesté sa désignation au regard des actions judiciaires contre lui pour le rôle joué par son gouvernement dans la répression de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Âgé de 68 ans et ayant fait ses preuves pendant plusieurs décennies dans la gestion du pouvoir politique, d'aucuns estiment qu'il devrait céder la place à la jeune génération. Autre figure politique, le professeur Abdoulaye Soma, fondateur du parti Le Soleil d'Avenir, il refuse de s'affilier au CFOP et crée l'ONA, opposition non affiliée. Constitutionnaliste et spécialiste du droit international public, il avait condamné par principe le coup d'État contre Roch Kaboré. Il a également été le premier à dénoncer la prestation de serment du président du MPSR, autorisée par le Conseil constitutionnel. L'on a également Pascal Zaïda, figure de la société civile et président de la coordination des organisations de la société civile pour la patrie. Il fait partie des dernières figures de la lutte pour le départ du président Kaboré. Le 27 novembre 2021 et le 22 janvier 2022, Pascal Zaïda et certains de ses camarades avaient appelé à des marches pour dénoncer la situation sécuritaire et demander le départ du président du Faso.
Toujours au titre des organisations de la société civile, l'on a le docteur Aruna Louré, médecin de profession. Il a été très critique vis-à-vis de la gestion du régime Kaboré, surtout dans le domaine de la santé. Ce qui attire également l'attention, c'est la nomination par le président de la transition de Ratusamba Zaongo. Âgée de 27 ans, elle est élève et est la plus jeune de l'équipe. Elle est originaire de Dablo, commune de la province du San Matenga, qui a connu un déplacement massif de ses populations en fin 2021. Âgé de 73 ans, le représentant de l'APMP, Jean-Hubert Bazier, est le plus âgé des députés de l'ALT, une assemblée qui compte 14 femmes, soit un taux d'environ 20%. Retour sur ce plateau pour jeter un regard justement sur la composition de cette assemblée législative de la transition, et nous sommes toujours avec Bernard Bougma, chef de desk politique WattFM et TruTV. On a ce reportage que nous partageait Abdoul Rahim Niénié avec les visages les plus marquants, ceux les plus connus pour ce qui est de cette liste. Et quand on regarde, il y avait beaucoup d'appréhension, il faut le dire au départ, sur la question de la composition. Surtout qu'on s'est dit, à un moment donné, est-ce que ça ne va pas balancer en faveur de ceux qu'on a comme membres du MPSR, les militaires. On connaît le nombre de militaires, mais on s'est dit, à partir du moment où le président lui-même doit désigner un certain nombre de personnes, ça pouvait en tout cas basculer. Et là, on est quand même un peu surpris. Hein. On voit que ceux qui sortent, c'est des élèves, des étudiants, des garagistes, des agriculteurs, des avocats. C'est une surprise. Oui, tout à fait. Je m'excuse, je vais encore employer mon mot fourre-tout. Lorsque j'avais qualifié le gouvernement qu'il était fourre-tout, il y a eu beaucoup de commentaires dans l'un ou dans l'autre sens. Mais le Parlement également, c'est un Parlement où on a essayé de tout mettre. Dans essayer de tout mettre, effectivement, on a des profils différents, on a des profils diversifiés pour pouvoir trouver un Parlement. Donc, c'est ce qui est arrivé. Maintenant, le fait marquant de brassage, c'est beaucoup plus les figures des insurgés qui ne figurent pas. Voilà, donc on a effectivement une inversion. C'est vrai que les uns et les autres ont tenté de prendre à gauche, de prendre à droite, mais quand on regarde bien, c'est ceux qui ont porté l'insurrection en bonne et due forme qui sont les grands absents effectivement de cette liste-là. Que ce soit ceux qui ont quitté après le lot des partis dits insurgés ou des OSC dites insurgés pour rejoindre l'ancienne majorité, donc parlant de comment on appelle ça, se rapprocher de l'opposition au MPP, donc parlant du clan CDP et tout, que ce soit ces messieurs ou ces dames, c'est les grands absents. Sinon, pour l'ensemble, effectivement, c'est de nouvelles forces, mais en même temps, des anciennes forces qui reviennent effectivement à la surface comme certains visages. Donc, ils ont encore tenté de vouloir brasser large, ce qui fait qu'on a du tout pour en faire effectivement des parlementaires, à tel enseigne qu'on a même effectivement des élèves qu'on va mobiliser pendant 45 jours pour prendre part effectivement à des sessions ordinaires ou extraordinaires, et puis d'autres du secteur informel effectivement pour faire un parlement. Donc la transition burkinabé, c'est des gens qui ont voulu brasser large. Et quand on regarde aussi, il y a quand même un thème non parvenu, et ça concerne le centre-nord. Et de ce qui nous revient, c'est que cela est dû au fait que les partisans du chef de canton du Samatenga voulaient imposer donc celui-ci. Et il y a eu un communiqué hier pour dire que le Nabakoum lui avait décidé donc de retirer sa candidature. C'est symptomatique aussi de ce qu'on a vu comme Bibi quelquefois à l'intérieur de caucus pour désigner un représentant. Tout à fait. Mais le San Matenga a cette particularité d'avoir des personnalités politiques suffisamment fortes qui ont aussi des phalanges au niveau de la société civile, au niveau de la société des chefs traditionnels et religieux. Voyez-vous, le docteur Bachir Ismaël Ouedraogo du MPP, c'est quand même un poids dans le San Matenga. Il y a aussi le député Sayouba, qui est resté longtemps député effectivement du San Matenga. Vous avez l'ancien premier ministre, candidat malheureux à la dernière présidentielle, Kadri Désiré Ouedraogo. Vous avez le promoteur de la compagnie Air Sarada, donc Daniel également, qui est aussi un poids lourd dans cette localité. Donc
tout ça, c'est le Salamatenga, sans oublier les Ambende Théodore Sawargo du côté de Namentenga, donc de Boulsa, qui composent également le Salamatenga, puisque c'est pratiquement la région du centre-nord. Donc, mais ici, la réalité, c'est quoi? C'est que toutes ces personnalités que j'ai citées ne sont pas de Kayaville, comme on le dit. C'est de Bousma, que ce soit Bachir, Sayouba, ou que ce soit Daniel Lule de Korsimoro. Donc, la réalité aussi, c'est cela. Alors, comment est-ce qu'on fait? Donc, longtemps, ces personnalités qui représentaient le centre-nord, il y a également ce sentiment qu'ils ne sont pas des purs centre-nord, qui malheureusement polluent l'environnement sociopolitique au niveau de Kaya. Et aussi, il y a eu le précédent dont on se rappelle, cette histoire tragique l'actuel chef, son papa, les conditions dans lesquelles il est décédé suite à la désignation de celui qui devait porter le roi à une des législatives de l'époque Blaise Compaoré, ça a quand même marqué. Donc, le Salamatenga, le chef du canton, s'est dit, avec certainement ces sujets et tous ceux qui sont là-bas se sont dit, c'est l'occasion pour Kaya également d'avoir un représentant en bonne et due forme au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, il y avait également cette affaire-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le choix? Donc, c'était très contesté, c'était très houleux et les uns et les autres avaient dit que c'est le Nabakoum qui allait venir, mais bon, avec la réalité qu'on connaît. Mais les autres localités aussi, c'est pareil. Vous avez une ville très politique comme Wayugia, le Yatenga a eu de la peine à pouvoir trouver un représentant et c'est au niveau des représentants des autres provinces qu'ils ont fait le choix. Le Boulkemde également, finalement, il y a eu un deuxième choix qui a été porté sur la personne de Kwanda en lieu et place de Alexandre le Grand Rwamba. Mais vous prenez des localités, des régions où politiquement il y a moins de bruit. Prenez par exemple le centre-sud. Le centre-sud, Manga. Alors là, en dehors de l'ancien ministre Bouddha, et de l'ancien député Congo, il n'y a pas de figure qui s'oppose à telle enseigne, et de Jérôme Bougma, il n'y a pas de figure, qui sont tous d'ailleurs au PP maintenant, il n'y a pas de figure qui s'oppose à telle enseigne que ce soit compliqué. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Bazéga a fait des élections pour tir au sort, arrivé au niveau régional également avec Manga, ils ont fait un tirage au sort pour choisir le représentant et son suppléant. Il n'y a pas eu de bruit. D'autres localités également ont fait du tirage au sort. Je pense que Fadangourma c'est pareil. Mais vous avez des villes également qui sont très politiques. Et bon, étant donné aussi que c'est une affaire politique et surtout que le terme force vive, il est creux, c'est très difficile parce que les OSC devraient se retrouver pour choisir leurs représentants et qui disent quand on parle de force vive, on parle de jeunes. Comment est-ce qu'on fait? Donc, le terme force vive à un moment donné était devenu difficile effectivement à pouvoir regarder et à s'accorder sur un thème bien précis ou bien sur quelque chose de précis. Et la suite, c'est ce qu'on connaît. Donc, on ne pouvait pas ne pas avoir de la difficulté compte tenu de ces réalités-là. Mais on a des noms et parmi lesquels forcément, il y a ceux qui sont interpellateurs. Luc Adolphe Thiawo, on l'a entendu tout à l'heure dans l'élément que nous proposait Abdourahim Nienye, certains qui se trouvent un peu dérangés par le fait que lui ait aussi des dossiers qui sont encore pendants en justice. Bon, dossier pendant, c'est vrai, il y a le dossier de l'insurrection populaire et avec cette réquisition spéciale qu'il avait signée, qui lui a valu d'être traité de tous les noms d'oiseaux, qui s'était momentanément exilé effectivement avant de rentrer. Donc le dernier premier ministre d'ailleurs de Blaise Compaoré, ancien diplomate, ancien président du Conseil supérieur de l'information devenu Conseil supérieur de la communication. Alors donc c'est un parcours journalistique et diplomatique, mais politique. Alors, c'est des gens aussi également qui ont le virus dans l'âme. Donc, demander à ces messieurs-là aussi de prendre la retraite en tant que tel, à un moment donné, peut-être ça va s'imposer par la force des choses. Mais la réalité aussi, c'est que avec ces personnalités, se dégage aussi peut-être un point de regard par rapport au putsch qu'on n'a pas encore vu. Donc, peut-être que des masques continue de tomber par rapport au visage civil, mais Thiawo n'entendait pas rester, comme on appelle ça, à l'écart. Quand on regarde comment est-ce qu'il a évolué, c'est des gens qui avaient soutenu Edi Komboyogo pour la présidentielle, mais après qui ont pris leur distance et tranquillement, il a créé son propre parti politique. Dès lors, c'était pour dire je ne chôme pas et je ne vais pas chômer. Et sa défaite lors de la dernière législative, il a été marqué au corps. Donc, qu'est-ce que vous faites également pour la survie politique et sociale? Donc quand l'opportunité vous est donnée de revenir sur la brèche, pour des gens qui ont fait la politique pendant de longues années, ça va être très difficile de pouvoir résister. Donc il est arrivé. Alors question,
Est-ce que c'est pour des raisons de survie politique ou sociale? Est-ce que c'est pour de la conviction politique? Ou bien c'est mu par toute autre chose? Là, on verra. Ou bien monsieur vient avec sa casquette après avoir été Premier ministre pour prendre la tête du Parlement de la transition parce qu'il a été Premier ministre, ou bien c'est pour quoi d'autre en termes de contribution. On attendra de voir. Sinon ailleurs, sous d'autres cieux, les personnalités de la trempe de M. Tiao reviennent à l'échelle locale, prennent des mairies avec leur carnet d'adresse et développent également. Mais c'est des choix personnels et chacun fait son choix et l'assume. C'est vrai que très vite aussi, il y a beaucoup qui ont jeté le regard de ce que, on a parlé des restaurations, il y a certains visages qu'ils voient qui sont pour eux symboliques d'un CDP ancien et tout. Est-ce que ces quelques noms suffisent à justifier cette façon de voir? Ces quelques noms, c'est difficile de ne pas également avoir ce coin de regard-là. Voyez-vous, les noms. Vous avez M. Likadov Tiao, c'est vrai qu'il représente les autres partis. Voilà, il est là-bas au titre des autres partis. Parce que c'est ça aussi le Burkina. Vous avez le CFOP, vous avez l'ONA, vous avez les autres partis. Il est dans la catégorie autres partis. C'est son droit et il a eu cette facilité là dans la catégorie d'autres partis de pouvoir se positionner, mais même avec suffisamment de vagues. L'autre aspect, c'est, comment on appelle cela? C'est les autres personnalités. Vous avez Fatoumata Ziba, qu'on ne présente plus, qui a été même démissionnaire du CDP. Mais dans la catégorie société civile, vous avez le Adama Tiendrebeo, dit colonel, qui était membre du bureau exécutif national du CDP en tant que secrétaire national à la jeunesse, qui a ouvertement appelé son président à bouger et a demandé la démission de Roch, qui a fait l'objet de sanctions et dont le président d'honneur a même demandé effectivement qu'on enlève la sanction. Que monsieur vienne au titre des organisations de la société civile paraît curieux parce qu'il est son combat politique il l'a porté et il parlait au nom, on l'a même vu la conférence de presse qu'il animait effectivement au nom de cette jeunesse du MPP, du CDP, avec tout ce qu'on a connu comme effectivement comme réalité. Mais quand on dénombre, pour ceux qui sont allés au calcul et qui connaissent bien les personnalités, ils disent que pas moins de 10 membres sont pratiquement du CDP. Donc le CDP fait ce que le MPP avait fait dans la transition 2014-2015 en infiltrant la transition autrement. Sauf que là, c'est beaucoup plus visible en fonction effectivement des profils qui ont été cités. Mais je le dis parce que dans le gouvernement, j'ai dit ici au niveau de l'émission du tribunal de l'actualité qu'un monsieur comme Tahirou Bari avait une place dans ce gouvernement compte tenu de son expérience et on se souvient d'ailleurs que sa gestion avait été effectivement félicitée par les corps de contrôle. C'est des faits. L'autre aspect, vous avez un monsieur comme Aziz Diallo, comment on appelle ça, le député maire, l'ancien député maire de Dori, qui de mon point de vue a plusieurs fois porté la voix du Sahel, a plusieurs fois dénoncé les questions sécuritaires, à tel enseigne qu'on se posait la question, est-ce qu'il est d'ailleurs de la majorité? Je me suis dit, par rapport à cette affaire, mais comme il est dans la catégorie homme politique, peut-être qu'il a dans le choix de l'ex-majorité, il n'y figurait pas, mais dans un gouvernement, je pense que ces messieurs-là également pouvaient avoir leur poste, leur place. Je parle également en pensant à l'ancien député de l'UNIR, Alexandre Sankara, qui par les prises de position courageuses, par leur aura et tout, de mon point de vue, ont quand même pouvaient avoir un rôle à jouer dans cette transition dans les organes. Mais ce ne l'a pas été. Donc quand on regarde, on a l'impression que c'est beaucoup plus monocolore. Vous regardez la liste du chef de l'État, vous regardez la liste des OSC, vous regardez la liste de l'armée, vous les mettez ensemble, effectivement, la couleur se dégage. Maintenant, est-ce qu'arrivé au niveau du Parlement de la transition, ils auront effectivement le courage nécessaire de faire une démarcation et de pouvoir assumer pleinement les positions de députés de la nation? Là maintenant, on verra comment est-ce que les choses vont avancer. Maintenant, je dis que sur la base des faits, c'est très difficile de dire que ce n'est pas effectivement un truc monocolore. Mais pour répondre, j'ai oublié d'ailleurs de répondre à votre question par rapport à Likadov Tiao pour la poursuite judiciaire. Bon, effectivement, ils doivent passer devant la haute cour la haute cour de justice. Et il n'est pas seul avec le docteur Nestorine Sangaré. Bon, c'est le dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Sauf que ils ne sont pas déchus de leurs droits civils.
Il a même pris part aux élections législatives et il n'a pas gagné. Bonyessa Asseniye, qui est dans le même lot que lui, a même réussi et siégeait à l'Assemblée nationale et au vu au-dessus de tous. Donc sur ces questions, je ne vois pas juridiquement ce qui empêchait M. Tiao de pouvoir effectivement siéger à l'ALT. S'il devait venir répondre de la justice, les parlementaires ont le choix de lever l'immunité ou de ne pas lever ses selons pour qu'ils viennent répondre. C'est déjà au niveau du Burkina, on l'a déjà vu. On a d'autres noms, Pascal Zaïda, Aruna Louré. C'est juste le retour des choses, donc c'est logique pour ce qu'on a vu un peu avant la chute du régime Roch-Kaboré. Bon, logique ici, la logique ici c'est que des gens disent nous ne pouvons pas mener le combat jusqu'à la chute de Roch et puis rester derrière. Il y en a qui sont dans cette logique. Il y en a également qui disent notre mission est terminée parce que le président n'est plus au pouvoir, c'était notre combat, le reste franchement nous ne nous en chargeons pas. Donc, alors, ici au tribunal de l'actualité, le docteur Louré avait été clair. Si on l'appelle, il répondra présent. Mais s'il y a des personnalités mieux qualifiées que lui pour représenter, il ne ferait pas cette compétition. Donc il avait dit clairement, si on m'appelle, je vais répondre. Et il a répondu logiquement à ses convictions. L'autre aspect, c'est de dire, quand vous avez la capacité de pouvoir influencer les choses de l'intérieur, c'est mieux d'y aller plutôt que de compter sur des gens qui ne vont pas pouvoir le faire. C'est sa conviction, c'est son choix, parce que la société civile a deux façons. Il y en a qui disent nous restons dans la veille, d'autres disent nous partons dans l'action. Le ballet citoyen, pour beaucoup, avait fait le choix de la veille avec les résultats qu'on connaît, et donc peut-être tirant l'expérience de cette situation. Pour Pascal Zaïda, c'est aussi le couronnement d'un parcours qu'il a tant rêvé depuis le lycée jusqu'à maintenant. Il a toujours côtoyé les officines politiques sans s'afficher, mais qui attendent certainement une heure opportune, et c'est arrivé. Je pense que c'est aussi pour cette raison que la perche qui a été tendue a été saisie. Maintenant, pour aller siéger au niveau de l'Assemblée législative, la transition, même si à un moment donné, ça n'a pas été évident pour lui comme pour certains, parce que nous avait été dit qu'au niveau du MPSR, il y a des personnalités que le MPSR ne voulait pas avoir au niveau de l'ALT, mais bon, ça n'a pas... En tout cas, Zaïda a pu passer ce filtre-là, mais tout portait à croire que ça n'a pas été aussi simple. Et professeur Abdoulaye Souma, tout à l'heure, Nini le rappelait, on a vu ses prises de position sur les questions de prestation de serment et tout, et il y a eu la condamnation de principe comme beaucoup d'autres partis pour ce qui est du coup d'État, mais on le retrouve donc à ce ALT. Vous n'êtes pas surpris? Surpris, je suis surpris. Surpris parce que vous ne pouvez pas flinguer le Conseil constitutionnel dans ces conditions et dire clairement que le Conseil constitutionnel a flingué la démocratie burkinabé, a tué le droit au niveau du Burkina, a consacré la prise du pouvoir par les armes en dehors des urnes, et que pour vous historiquement c'est très grave. Vous dénoncez ces choses et puis après silence radio et vous revenez pour siéger dans une assemblée d'un pouvoir que vous avez dénoncé et vous n'avez pas pu trouver les mots juste pour qualifier effectivement ce pouvoir-là. Venant d'une autre personne, l'on peut comprendre. Le professeur Souma est professeur titulaire. Le professeur Souma est le président, peut-être que je ne sais pas si ça a changé, il était le président le président de la Société burkinabé de droit constitutionnel. C'est quand même, c'est costaud ça. Mais même avec ça, ça n'a pas empêché qu'il parte dans un parlement où il a dénoncé, comme on appelle ça, le tir réel sur comme on appelle, la Constitution. Alors, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de cohérence. Et là, effectivement, je suis surpris. Quand bien même, l'homme politique ne peut pas se prendre par ses positions, à un moment donné, vous dites, il y en a qui vont sortir du lot pour démentir que l'homme politique ne peut pas parfois aller contre ses valeurs, contre ses principes, pour pouvoir rester cohérent vis-à-vis de lui-même. Et mais là, je trouve quand même que c'est une surprise venant de sa part, compte tenu du discours qu'il avait tenu. Parce que ce qui lui avait été d'ailleurs opposé, c'était de lui dire, de lui rappeler, quand il a fait sa sortie, des gens lui auraient rappelé qu'en 2014, il n'avait pas eu le même ton et qu'il était d'ailleurs allé conseiller Zida dans les conditions qu'on connaît. Et que c'est parce que cette fois-ci, il ne trouve pas son intérêt qu'il le fait. Bon, peut-être que l'arrangement a été trouvé, parce que nous avons appris qu'après ça, il avait été reçu par les autorités. Est-ce que c'était pour ça ou bien c'était pour tout autre service? Nous ne savons pas. Merci bien, Bernard Boumba, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes chef de desk politique à Watt FM et True TV. On a pu donc jeter ce regard là sur la composition de cette assemblée législative de la transition. Ceci dit, on va passer à une autre rubrique, c'est celle économie. Et
dans cette partie, on va s'intéresser à un réseau, le RENCOF. Il faut rappeler que le 15 mars dernier, à l'occasion de la commémoration de la journée mondiale du consommateur, eh bien, le réseau national des consommateurs du FASO a animé une conférence de presse et il a dénoncé la flambée des prix des produits de grande consommation et la mauvaise qualité de certains produits sur le marché. Le RENCOF a invité aussi à la prise de mesures urgentes pour sauver la situation et à des réformes donc pour garantir le droit des consommateurs. Avant d'échanger et de recevoir ici son président, nous faisons donc ce petit rappel avec ce reportage de Abdelrahim Yéyé. Les droits du consommateur sont méprisés, sont bafoués, sont négligés et violés dans l'indifférence totale, générale. C'est ce qui ressort du constat fait par le réseau national des consommateurs du FASO RENCOF sur le terrain. Pour les responsables de la structure, la qualité des réseaux de téléphonie, le coût et la qualité de la connexion Internet, le coût élevé des frais de scolarité dans des établissements secondaires du privé sont une injustice aux consommateurs. Il dénonce également non seulement la hausse des prix de produits de grande consommation comme l'huile, le maïs, le riz et le mil, mais aussi la mauvaise qualité des produits sur le marché. Face à cette situation, leurs tentatives d'interpeller l'autorité politique n'ont jamais été fructueuses, à en croire le président du RENCOF. Quand nous, organisation de défense du droit des consommateurs, avons la chance de rencontrer le ministre du Commerce lui-même qui nous donne la garantie qu'on sera accompagné. Quelques jours après, quand on appelle le directeur général du contrôle, il faut que je le dise, si nous n'avions rien entrepris, nous serions tués. Qui ne vous décroche même pas. Nous aurons voulu constater sur le terrain, comme nous n'avons pas de pouvoir de saisine, on appelle et puis ils viennent faire le travail, mais ils ne viennent pas. Ils ne vous décrochent pas. Cette structure de défense des droits de consommateurs place donc sa confiance aux autorités de la transition pour répondre aux besoins du consommateur. Pour Adama Bayala et ses camarades, c'est le moment d'effectuer des réformes afin de préserver le droit du consommateur. Mais le plus urgent est de stopper la flambée des prix des produits de grande consommation. Quelle œuvre de concert avec nous à l'institution d'un conseil souverain de la consommation qui comprend à la fois les gouvernants, à la fois le patronat, les producteurs de richesses et surtout les associations représentatives des consommateurs. Nous attendons également avec l'accompagnement de ces autorités-là, encore qu'ils circulent sur nos marchés, des produits de piètre qualité, vendus, j'ai envie de dire, au prix d'or sur nos marchés, nous entendons qu'on durcisse le code pénal, qui malheureusement, révisé en 2019, n'a pas pris en compte les difficultés relatives aux abus, aux contrefaçons et à l'escroquerie sur nos marchés. Les responsables du RENCOF reconnaissent être limités dans la lutte pour la défense des droits du consommateur au Burkina Faso. Ils disent travailler à donner un autre visage à la structure, non seulement pour gagner la confiance des populations, mais aussi pour le bien-être du consommateur. Reportage qui nous permet de rentrer de plein pied dans cette forge du JDS, partie économie. Et j'ai avec moi David Nana. Bonsoir David. Bonsoir Monsieur Va, c'est un plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé. Et ensemble, vous et moi Nana, nous allons recevoir le président du RENCOF, comme on voyait tout à l'heure, le réseau national des consommateurs du FASO, Adama Bayala. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. On a suivi le reportage tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt. Il y a 5 jours, c'était cette journée-là qui était dédiée aux consommateurs et à la défense de ses droits. Et puis, il y a eu la sortie qui est donc la vôtre. Nous, quand on entendait très souvent parler de protection des droits du consommateur, c'est la Ligue des consommateurs du Burkina qu'on connaissait. Maintenant, après, on voit le RENCOF. Pourquoi le RENCOF? Et puis pour une ligue qui existe déjà, pourquoi n'être pas venu renforcer? Dites-nous, expliquez-nous. Avant tout propos, qu'il me soit permis de remercier la télévision Truc TV qui nous fait l'amitié de nous inviter, particulièrement vous, VAR, du DEX Politique et tous vos collaborateurs qui œuvrent au quotidien. Merci Monsieur Nana de nous recevoir également ce soir. Nous qui vous disons merci d'être avec nous. Merci bien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est plusieurs casquettes, quoi qu'on dise pour ce qui est de Bayala, mais on va y revenir. Mais c'est beaucoup plus sur la question de ce réseau dont on a donc entendu parler. Et moi, je revenais tout à l'heure avec cette première question que je vous retourne encore. La Ligue des consommateurs, on la connaît. Le RENCOF, c'est depuis quand? Et puis pourquoi ce RENCOF-là?
vous ne me diriez pas que vous aussi, vous vous êtes laissé bluffer et abuser par les autorités d'alors qui ont voulu qu'il s'impose à nous un seul mouvement d'envergure nationale. Que disent nos tests? Des tests que nous nous sommes librement appropriés, dotés. La loi portant création et organisation d'associations dit en son article 4 que la création des associations est libre selon que vous partagez des objectifs communs. Et le même texte dit qu'il peut être créé des associations à vocation provinciale, régionale et nationale. À l'époque, quand nous avons, au lendemain de l'Assemblée générale consacrant la création du réseau national des consommateurs du Faso, une fois le dossier déposé à la direction générale, je crois, des libertés publiques, on nous avait également appelé à l'époque pour dire qu'il existait déjà un mouvement, comprenez, souffrez que je ne cite pas le nom de ce mouvement en ma qualité de communicateur, au risque de faire encore une fois de plus, sans qu'il déçoit ici leur promotion, leur publicité, qu'il existait déjà un mouvement et que nous devrions, on nous conseillait de créer un mouvement sectoriel. Peut-être pourquoi pas défense des consommateurs de produits locaux, quelque chose du genre. Nous leur avons opposé le fait que non, pas question. La loi dispose que selon que vous partagez des objectifs communs, vous pouvez créer un mouvement. Mais je dois dire, le mouvement, ce n'est pas un mouvement de trop. Comparaison faite avec certains pays, je voudrais citer l'exemple d'à côté, la Côte d'Ivoire, et l'exemple de l'Afrique centrale, le Cameroun. Vous avez au bas mot une dizaine de mouvements. Et puis le champ de la défense des droits des consommateurs, il est tellement vaste. Vous avez le secteur du commerce, vous avez le secteur des transports, vous avez le secteur des voyages, vous avez le secteur de la santé, vous avez le secteur de l'éducation, vous avez le secteur des banques, des assurances, et même de l'éducation, et pour finir, des relations des tiers avec l'administration. Donc laisser tout ce champ aussi vaste au mouvement que vous avez cité tantôt, il nous vient très souvent de dire que ce mouvement ne fait rien, mais écoutez, ce mouvement travaille, sauf que le champ est tellement vaste que ses actions sont étriquées, elles ne sont pas visibles. Un mouvement comme le nôtre vient, c'est ajouter la terre à la terre, accompagner le mouvement. Notre vœu d'ailleurs, c'est que d'autres mouvements visant la promotion, la défense des droits des consommateurs s'y créent, si. Le but étant d'assurer le bien-être de nos concitoyens. David. D'accord, j'aimerais bien rester sur son explication. C'est vrai que vous revendiquez le fait que la liberté de création d'associations existe, mais aussi à travers quelques recherches aussi, il y a pas mal aussi d'organisations de défense des consommateurs, quoique parfois on peut les qualifier d'être sectorielles. Mais je veux répondre aussi à la question de Geoffroy pour dire, est-ce que c'est pas pour une question d'efficacité? Parce que pour ne pas citer une structure dont j'ai eu la chance de participer à ces travaux, il était très difficile parfois de trouver une seule voie de défense par rapport aux consommateurs, tellement les représentants n'étaient pas du même point. Est-ce que fédérer les forces ne vous donnerait pas une certaine efficacité? Vous faites bien de le dire. Dès notre création, nous avons tout à apprendre. Sans aucune prétention, nous avons tout à apprendre. Nous avons voulu nous appuyer sur la sagesse, l'expérience de nos dévanciers, à savoir avoir un rendez-vous avec eux, leur faire savoir qu'il est né un jeune mouvement qui entend profiter de leur savoir-faire, leur savoir-être. Jamais nous n'avons été reçus. Il vous souviendra que je crois que c'est la première fois dans notre pays l'organisation d'une journée dédiée aux droits des consommateurs. Alors, lorsque nous avons lancé le projet à l'occasion de la conférence, nous l'avons dit également, nous appelons de tout neveu à l'union fraternelle sincère de toutes les structures qui œuvrent dans le sens de la défense des droits des consommateurs. Pour rester sur la question du RENCOF, quand on regarde, en quoi est-ce que c'est vraiment différent? Tout à l'heure, dans le reportage, il était dit qu'il n'y a pas que le consommateur qui fait partie du réseau, c'est ouvert. Le mouvement, effectivement, il est ouvert. En fait, c'est une association de défense des droits des consommateurs. L'approche, elle est la suivante. Elle est gratuite et elle est confidentielle, l'approche. Et le travail essentiellement est axé sur la sensibilisation, l'information et les conseils.
Et dans notre cas, par exemple, c'est un jeune mouvement. Je compte parmi les plus âgés, les plus anciens du mouvement. Vous avez dans nos rangs des journalistes, des communicateurs, des médecins, des médecins, des juristes, des étudiants, des commerçants, des agriculteurs, des gens de divers profils. Mais est-ce qu'il fallait s'y attendre autrement? D'autant plus que consommateur, on le dit peut-être comme ça, mais au final, tout le monde est consommateur. Tout le monde est consommateur. Tout le monde sauf personne. Tout à l'heure, on vous a entendu revenir sur le sujet qui a été aussi, quoi qu'on dise, le thème de la célébration de la journée mondiale des consommateurs pour cette année, qui est très actuelle d'ailleurs. La cherté de la vie au Burkina, quelle solution dans le contexte de la transition? Tout le monde aujourd'hui est d'accord que quand vous allez au marché, chaque jour est une surprise. Parce que le prix d'hier ne sera pas le prix d'aujourd'hui. Ça, c'est la réalité dans laquelle nous sommes. Et pour les gouvernants, c'est aussi facile de donner des explications parce qu'on connaît la réalité Covid, avec les guerres qu'il y a, les conséquences. Mais aujourd'hui, quels sont les leviers qui sont possibles? Parce que quand on a écouté votre point de presse, vous vous êtes dit il y a des solutions qui sont possibles. Quelles sont les solutions, même pour Renkov qui vient d'arriver? Quelles sont ces pistes-là? Avant de parler des pistes, est-ce que vous me permettez de revenir un peu sur la situation qui, de mon point de vue, est la conséquence des dérives du libéralisme libertaire intenable, insupportable. Est-ce que vous me permettez? Allez-y. Parce que je crois que ce rappel il est très important. J'ai envie de dire qu'il se trouve dans nos rangs des gens qui ne sentent pas, qui ne réalisent pas que la situation est catastrophique et difficile, insupportable. J'ai même moi-même, avec les camarades, fait la ronde de certains marchés. Et il apparaît qu'au niveau des céréales, nous l'avons dit dans notre reportage, vous prenez l'haricot par exemple, qui est notre garba ici national. Vous voyez, le prix est parti de 2014, de 750 francs en 2014, le prix du plat. Un plat, ça fait 3 kg, de 750 francs en 2020. Juste avant la survenue de la Covid-19, le prix est monté à 1250. Aujourd'hui, en 2022, le prix du plat, ça fait 1750. Je vous passe le prix du maïs. Le sac du maïs est devenu aujourd'hui, le sac, s'il vous plaît, à 32 000 francs. Celui de l'haricot à 49 000 francs. Mais moi, je voudrais parler des condiments et autres. Sur le marché aussi, nous avons réalisé que la situation était invivable. Vous prenez le gombo. Pour nous, les ménages pauvres, on fait le tour. Le maïs qui, du reste, est inaccessible avec le gombo. Le plat du gombo qui était vendu il y a moins de 2 ans déjà, à 2000 francs, 1500, 1750. Aujourd'hui, le plat nous vaut 3500 francs CFA. Bon, nous qui buvons le j'aime, le nyamakou, le sac aujourd'hui de 100 kilos, vous l'achetez à 65 000 francs CFA. Il y a moins d'1 an, c'était 35 000 francs CFA. Le piment aujourd'hui, il se mégorge sur le marché à 45 000 francs CFA. On ne peut plus vivre au Burkina Faso. J'ai à dessein tenu à faire ce rappel à l'intention peut-être de nos dirigeants qui sont dans les salons feutrés, qui ne réalisent pas trop souvent la réalité sur le terrain. Et pour vous, les pistes? Et les pistes, pour résoudre cette situation qui nous étouffe, qui nous assaille, nous avons fait une proposition à l'occasion de notre conférence. Là, nous avons fait des propositions relatives à des mesures conjoncturelles. Il y a aussi des propositions relatives à des mesures structurelles qu'on pourrait prendre. Dans un premier temps, nous pensons, et à bon droit, que c'est le lieu de geler l'évolution des prix. Il faut geler l'évolution des prix. Et au besoin, plafonner à un seuil. J'ai rencontré des commerçants qui m'ont dit aujourd'hui, vous allez acheter le riz. Le temps de finir le stock que vous avez et vous répartez, le prix augmente de 250 francs. Il en est de même pour l'huile. Vous achetez le temps de partir, la semaine suivante, les 2 jours après, le prix augmente. Il faut gérer l'évolution des coûts et au besoin les plafonner. Et pour ce faire, comme je le disais tantôt, nous proposons l'institution d'un conseil souverain de consommation qui va regrouper à la fois les gouvernants, le patronat, c'est-à-dire les commerçants, et puis les associations représentatives de commerçants, afin que nous planchions ensemble et de façon consensuelle sur les prix, de sorte que ces prix-là soient supportables.
Je pense aussi que, comme cela se faisait par le passé, c'est ici que la SONAGES doit rentrer en ligne de compte. Le stock national de sécurité, il y a aussi un stock d'intervention. Je crois que c'est le lieu aussi de faire sortir ce stock-là, et il faut multiplier les boutiques témoins, revoir les prix à la baisse, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons malheureusement les effets des activités terroristes aussi, qui sont de nature à décupler les souffrances de nos populations. J'aimerais revenir un peu sur la proposition que vous faites aussi. Vous indexez les dirigeants, c'est pas comme si rien n'était fait, et je m'en voudrais de ne pas rappeler aussi que concernant les céréales par exemple, on a vu des mesures interventionnistes et protectionnistes qui ont été faites pour éviter que l'on exporte ces céréales-là. Il y a aussi d'autres mesures qui ont été prises aussi, mais là vous recommandez que l'on puisse geler les prix, alors qu'on a opté... Geler l'évolution, c'est une façon ou d'une autre plafonner, alors qu'on est dans un système libéral, trop d'interventions aussi, parfois, est-ce que vous ne courez pas le risque de décourager ceux qui vous offrent ces produits sur le marché? Parce qu'après, s'il n'y a pas une marge bénéficiaire, on va se retirer. Et on n'aura même pas de produit en prix. Le produit ne va même plus exister parce que ce n'est pas juteux. Je voudrais, M. Dada, vous remercier parce qu'une fois de plus, vous voyez, à travers votre intervention, vous alimentez notre moulin. Le 27 avril 2017, là encore, le gouvernement burkinabé adoptait une loi portant organisation de la concurrence. L'article 4 dit la fixation des prix est libre sur toute l'étendue du territoire, mais c'est fait selon le jeu de la concurrence. Ouais, tout à l'heure, je vous disais que nous sommes victimes aujourd'hui de la dérive du libéralisme libertaire. Mais fort heureusement, à travers certains articles à l'intérieur, le législateur, le gouvernement a essayé de cadrer le champ de nos marchés. On nous apprend que pour ce qui est des prix, aujourd'hui nous subissons les prix imposés, ce qui est interdit. Cette loi en date de 2017 interdit les prix imposés. Selon que vous allez d'une boutique à une autre dans le même quartier, vous avez des prix différents. Ce matin, s'il vous plaît, le demi-litre d'une marque inconnue jusqu'ici, c'est Mema, Nawaya, quelque chose... Excusez-moi. Le demi-litre, s'il vous plaît, ça fait 750 francs CFA, demi-litre d'huile. Dans le litre, dans cette boutique, ça fait 1500 francs. Vous retrouvez dans une autre boutique, le litre, ça fait 1200, 1300. Donc les commerçants prennent la liberté de fixer les prix qu'ils veulent. Pas seulement. On nous dit, cette même loi, elle dit que la vente sauvage est interdite. Je voudrais prendre l'exemple du gaz butane. Quand vous prenez le 12,5 kg, la loi dit que c'est 5500 francs. Donc, il n'est pas rare de constater aux abords de nos voies des gens qui sont anarchiquement installés et qui le vendent à 6 000 francs. C'est interdit. Et ces contrevenants à la loi là sont passibles de poursuites. La loi dit, quand vous faites des activités de vente sauvage, on peut vous poursuivre et vous allez faire une prison de 3 mois à 2 ans. Et une amende qui part de 500 000 à 5 millions de francs CFA. Mais les gens sont là, rien n'est fait. Nous en appelons, même dans les États qui sont développés, il y a eu interventionnisme d'État. Je suis historien de formation, laissez-moi vous le dire. La Chine. L'interventionnisme d'État est prégnant. Mais ici aussi, vous prenez la Russie, l'interventionnisme d'État est prégnant. Même les États-Unis, pour résoudre la crise économique de 1929. Ce que je veux dire, oui. L'évolution des prix aussi sur le marché au Burkina, c'est pas comme si c'est pas explicatif. Il y a des raisons qui sont très très vraies, qui sont tangibles, qui montrent comment les prix évoluent. On a fait un reportage sur le céréal. Les gens ne cultivent plus, ceux qui étaient producteurs sont passés consommateurs. Donc toutes ces variables expliquent aussi qu'il y a une certaine montée des prix, c'est pas comme si c'était volontairement fait. Mais pour ajouter de l'eau à son moulin et puis pour vous permettre de réagir, parce que sur le temps il est en train de courir, c'est que même les pays que vous avez cités en exemple, vous avez dit pour ne pas aller loin, vous avez pris la Côte d'Ivoire et tout, il y a des mesures qui ont été prises il n'y a même pas longtemps, c'est une question de jours, si ce n'est de semaines, pour essayer de juguler un peu la pression qu'il y a aujourd'hui sur les ménages. C'est cibler un certain nombre de produits pour lesquels il y a eu des plafonnements. Ils ont élargi un peu ce qu'on appelle le panier des produits qui sont donc régulés et tout. Mais cela va forcément avec un État qui
qui met la main à la poche. La gratuité ou l'allègement ne se fait pas dans l'absolu. Il y a quelqu'un qui paye pour. Et là, c'est l'État qui le paye. Le Burkina, il est dans... Aujourd'hui, la réalité que nous connaissons. Est-ce que les leviers... Est-ce qu'on est vraiment à l'aise sur ces leviers-là quand vous regardez? Et vous l'avez dit, notre gouvernement n'est pas allé du même ordre. Il a pris des initiatives. La priorité des priorités, dit-on chez nous ici, c'est la crise sécuritaire. Mais on parle aussi de sécurité, elle va avec la sécurité alimentaire. Il n'y a pas longtemps, dans nos ménages, on mangeait une fois par jour. Je suis tenté de dire qu'aujourd'hui, en raison de la cherté de vie, les gens mangent une fois tous les 3 jours dans les ménages les plus pauvres. Notre gouvernement n'est pas allé de même mode, comme je le disais tantôt. En 2018, lorsque la crise éclatait, je crois qu'en son temps, le gouvernement avait mobilisé un montant de près de 51 milliards de francs CFA pour gérer cette situation consécutive à l'explosion du terrorisme et puis aux déplacés internes et à la crise. Aujourd'hui, le 10 décembre 2021, le ministre en charge de l'agriculture d'alors, M. Salifou Ouedraogo, annonçait la mobilisation d'un montant de 200 milliards de francs CFA en termes de réponse à la situation sécuritaire et puis aussi à la cherté de la vie. Il y a quelque chose qui est fait. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est la mise en œuvre, la mise en route. Comment on met, et puis on ne sent pas, et puis on ne voit pas. Vous sortirez d'ici demain, vous pourrez faire un micro-trottoir parlant des boutiques témoins. On les trouve où? Elles existent où? On les vend à combien? Il n'y a pas de communication, on ne sait pas. C'est pas si vous ne partagerez pas ce constat-là. C'est une réalité pourtant. Non, la réalité, elle est là. La réalité est que les prix montent. Et ça, c'est dans tous les secteurs. Et comme vous l'avez fait, c'est un diagnostic qui est fait, un diagnostic qui du reste existait déjà. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment vous comptez vous y prendre quand on sait que vous n'avez pas forcément le bâton de la coercitivité, vous êtes dans la sensibilisation. Qu'est-ce que vous comptez faire que les autres peut-être n'ont pas pu faire pour que vous puissiez obtenir vos résultats? Ça sera la dernière question d'ailleurs. Ça sera la dernière question. Très bien, monsieur Nana. Nous l'avons dit, nous allons user des leviers qui sont les nôtres, à savoir déjà l'information des consommateurs. Nous allons, comme à travers la tribune que vous nous donnez aujourd'hui, permettez que nous appelons les consommateurs à être exigeants pour ce qui est de leurs droits. Ils ont des droits, certains l'ignorent. Nous allons exploiter les espaces pour leur faire savoir qu'ils ont des droits. Est-ce que vous savez que quand vous allez dans une boutique, on doit vous donner ne serait-ce qu'une facture pour les achats que vous faites? Le commerçant qui ne vous donne pas une facture, il est passible de poursuite. Monsieur Bayala, ça c'est bien, mais quand je sais à la boutique de mon quartier, oui, il y a la réalité. Même la question de l'affichage des prix, il y a la réalité. Il faut le faire. Mais les consommateurs, ils sont pris en compte aussi dans la législation. Mais c'est le fisc qui prend un coup. Mais ce que je voudrais dire aussi... Donc vous allez sensibiliser. Nous allons poursuivre la sensibilisation, pas seulement. Mais ce que je dois dire, il est même dans l'intérêt de nos autorités de prendre la question de l'explosion de la vie chère à bras le corps. Parce que mine de rien, les ménages qui sont incapables de s'acheter les denrées de premier nécessaire dans les boutiques, voyez-vous, il va se poser une question de mévente. On n'arrive pas à vendre. Les industriels, les entreprises qui fabriquent ne pourront pas écouler leur production. À un moment donné, ils sont obligés de se séparer de leurs collaborateurs. C'est le chômage qui va enfler. Et avec d'autres phénomènes sociaux. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons? C'est la prostitution. Regardez dans nos rues, la mendicité, le grand banditisme qui va avec. Et tout ça, ça va créer les conditions de ce que nous avons vécu ici en 2008. Vous rappelez-vous des émeutes de février, de mars et de mai 2008? Voici les conséquences que nous encourons. Et avec une instabilité politique. Donc nous pensons que les autorités prennent le problème ici maintenant à bras le corps. Merci bien Bayala d'être passé sur le plateau. Je rappelle que vous êtes Adama Bayala, président du RENCOF, et on a été donc très heureux de vous recevoir. J'étais aussi avec David Nana, ça a été un véritable plaisir. La question de la vie chère, ça fait 2 JDS qu'on enrôle. Si vous me permettez, rapidement, 30 secondes, c'est juste pour espérer que l'on puisse avoir des résultats concrets à travers votre organisation, parce que comme je le dis, on est tous consommateurs. Et ce sera notre bonheur de voir que les prix puissent baisser. Bon vent à vous donc. Merci. Réseau national des consommateurs du Faso, RENCOF. Ceci dit, la dernière rubrique pour ce qui est de ce JDS, c'est le sport.
parlons sport, on va commencer par le football avec la Ligue 1, l'ONAB, l'ASK qui en déplacement à Ouagadougou s'est imposé devant Salitas pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Drissa Ouedraogo et ses éléments donc mettent Salitas encore une fois en difficulté malgré l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Un seul but a suffi donc pour infliger aux Colombes leur 5e défaite de la phase retour du championnat. Le reportage est signé Assami Tiamtouré. Période complètement sombre pour Salitas en ce moment. En méforme dans cette deuxième phase du championnat, c'est la 5e défaite en 5 sorties sans le moindre but marqué. Avant cette 20e journée contre l'ASK, Suleiman qui a été débarqué et c'est le technicien ivoirien Almami Yao qui vient à la rescousse. À peine ses valises déposées, c'est une douche froide qui l'accueille. ASK en pleine révolution ces temps-ci, avec l'arrivée de son nouvel entraîneur Drissa Ouedraogo, retrouve un nouveau souffle et il fallait enfoncer davantage les Colombes. Pourtant, Salitas est le premier à obtenir une occasion nette de but sur cette tête de Aboubakar Traoré. Après cette action, les deux équipes font circuler le ballon sans créer le danger jusqu'à la pause. En seconde période, l'ASK prend le contrôle du match et sur un corner, il ouvre la marque. Malheureusement, le but sera refusé par l'arbitre pour une faute que lui seul a pu détecter certainement. À la suite, Salitas réagit avec cette tentative du nouvel entrant Ismaël, mais qui bute sur la barre transversale. À la 81e minute, sur une action bien menée, Moumouni Kaboré offre à l'ASK le but de la victoire. Score final, 1-0 pour ASK qui renaît peu à peu. Bon, il y a une potion magique en football. Je pense que c'est le travail. Je suis allé trouver une équipe qui était déjà là. Voilà, il fallait faire quoi? C'est de motiver les jeunes, leur dire qu'ils pouvaient. Voilà, c'est ce que j'ai dit depuis le premier jour. Même tout à l'heure, à la mi-temps, je leur ai dit où on est là. On doit pouvoir aller loin. Il y a la qualité, il y a la volonté, c'est ça. Je pense que c'est la motivation, c'est des jeunes, ils veulent aller loin. Ils veulent écrire une histoire du football de l'ASK. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et vraiment, je suis très content pour eux et je les félicite. Almami Yao est le 4e entraîneur de Salitas cette saison, mais rien ne va toujours. Pour sa première, il n'a pas voulu se prêter à notre micro, laissant la tâche à son adjoint. Selon ce dernier, le travail continue. Ben voilà, on constate tous ensemble. Et voilà, c'est le football. C'est comme ça, c'est la dure réalité du football. Aujourd'hui, voilà, on est dans le dur, mais on continue de travailler. On continue de travailler, c'est un championnat. On va faire du match par match. Et voilà, essayer de se bonifier au fur et à mesure. C'est vrai que c'est difficile pour nous en ce moment, là on le reconnaît. Mais voilà, le nouvel entraîneur il est là. C'est son premier match aujourd'hui. Mais je pense que les journées à venir en diront encore beaucoup. Voilà. Belle opération donc pour ASK qui lutte pour le maintien en Ligue 1. Après ce reportage donc de Assami Tiamtouré, nous sommes avec les messieurs sports de ce journal Dimanche au Soir, le JDS journal Dimanche au Soir. Claude Romba, bonsoir. Bonsoir Geoffroy, en tout cas très bien habillé avec je dirais la cravate qui y va avec. Bon, le nœud. Félicitations. Je le porte pour mes téléspectateurs. Merci beaucoup. J'apprécie. Merci bien, Claude Romba. Nous sommes avec Pierre Guigemdé, DTN, directeur technique national de volleyball. Bonsoir. Bonsoir et merci de nous recevoir. C'est un plaisir. On va parler de volleyball tout à l'heure. Et quelques informations, toujours concernant notre Ligue 1. Tout à fait. Les résultats donc, de cette 20e journée, vous l'avez vu, on l'a vu tout à l'heure. Donc ça ne va plus du tout du côté donc, de Salitas. Même avec l'arrivée de l'entraîneur ivoirien, ça fait maintenant un duo ivoirien à la tête donc de Salitas, puisque Moussa Diomandé vient de la Côte d'Ivoire, également aussi Amani Yao vient de la Côte d'Ivoire. Peut-être que la recette va venir donc des Ivoiriens, on ne sait jamais. De tous les cas, pour les premières sur le banc de touche, eh bien ils apprennent la dure réalité du face au foot avec cette défaite face à l'ASK qui avait besoin de points en tout cas pour sortir la tête de l'eau, puisque l'ASK a comme objectif maintien cette
cette année. 1-0 donc pour l'ASK face à Salitas. Le vendredi, c'est Kiko FC sur ses installations qui a été surpris par l'ASEC de Koudougou, 1-0 au stade Issoufou Joseph Konombo samedi dernier, donc c'est-à-dire hier. L'USFA et la SFB se sont neutralisés par le score de 2 partout. Royal FC à Bobo Dioulasso a pris le meilleur sur l'Étoile filante de Ouagadougou, 2-0 et Majestic sur ses installations du côté donc de Zignaré a été électrocuté par l'AS Sonabel, 1-0. L'AS Police a dicté sa loi sur le RCB, 2-0. L'AS Douane et le RCK se sont quittés en bons amis, 1 partout. C'était tout à l'heure donc en deuxième opposition de cette journée. Et puis l'ASFA Yenenga conforte sa place de leader après sa victoire à Bobo Dioulasso sur le Vitesse FC, 3-1 pour être complet sur les résultats donc de cette 20e journée du Face au Foot. Et on va saluer au passage à Sami Touré et Williams Somda qui étaient sur les terrains pour nous goupiller tout ça. Donc le prochain rendez-vous sport, ils auront donc le détail de tous ces matchs-là. Tout à fait. On va parler sport, j'ai dit aujourd'hui ça sera volé parce qu'on a un invité en la matière, mais avant on va passer un reportage puisque la 9e édition de la Coupe d'Afrique des champions de la zone 3 de volleyball s'est disputée à Ouagadougou. La compétition s'est ouverte le 15 mars dernier et s'est achevée aujourd'hui même. L'AS Douane s'est imposée face aux policiers ghanéens. C'est dans ce reportage. L'AS Douane en homme sur la plus haute marche de la Ligue des champions de volleyball de la zone 3. Face à la redoutable équipe de Ghana Police, les Gabelots du Burkina Faso ont sorti le bleu de chauffe et n'ont laissé que des miettes aux Ghanéens. Il faut dire que cette victoire s'est dessinée dans le premier set. Gaoussou Sidibé et ses camarades imposent aux flics venus de la Gold Coast un rythme insoutenable et remportent le premier set par la marque de 25-19. Au second set, les douaniers remettent le couvert et raflent la mise sur le même score de 25-19. Sentant le vent de la défaite souffler dans leur dos, les Ghanéens tentent de réduire l'écart. S'ils haussent quelque peu leur niveau, ils ne peuvent rien face à la bourrasque envoyée par Sidibé et ses coéquipiers. Au terme d'un troisième set épique, l'AS Douane a fini par l'emporter 25-22, s'adjugeant ainsi le trophée et le titre de champion de la Ligue des champions de la zone 3 de volleyball. Une victoire dont la genèse nous est faite par le coach de l'équipe. Il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'on joue cette équipe. On a déjà joué l'AS Police une fois où ils nous ont battu 3-1. On a joué également Ghana Force et Army, c'est-à-dire qu'ils nous avaient battu 3-2. Donc ça fait beaucoup de fois qu'on joue contre les Ghanéens. Maintenant la force on la tire, c'est-à-dire du dernier championnat auquel nos joueurs ont participé à Kigali et où les Ghanéens n'y étaient pas. Donc ça fait que les joueurs ont gagné un peu en expérience quand même. Dans la lignée du coach des Gabelots, le président de la Fédération burkinabé de volleyball, Kazimi Sawadogo, voit en cette victoire une opportunité pour dorénavant toiser le redoutable voisin lors des prochaines grandes compétitions. En tout cas, c'est une fierté. On aurait aimé que l'AS Douane prenne les 2 coupes. Ça n'a pas donné. C'est pour les hommes. Je crois que c'est un début. Nous allons nous préparer pour la Coupe d'Afrique qui va se jouer en Côte d'Ivoire du 3 au 9. Je crois que là-bas, l'équipe nationale va battre le Ghana parce que pour la Coupe nationale aussi, c'est le Ghana qui prend chaque fois. Et nous espérons qu'en nous, ça va bien se passer. Champion chez les hommes, les Gabelots ne réalisent pas la passe de 2. Chez les dames, Sylvie Kuyo et ses camarades n'ont pu venir à bout des filles du Ghana Police. Victorieuse par le score de 3-2. C'est donc dit que douaniers du Burkina Faso et policiers du Ghana auront régné sur cette édition de la Ligue des champions de la zone 3 de volleyball. On dira donc merci à Somda pour ce reportage et ce point. On est de plein pied dans ce sport-là, volleyball. On est avec M. Guigemdé, DTN Volleyball. Bon, la première question, quand on regarde, on a, on va dire, une compétition d'envergure pareille, mais on a l'impression que Ouagadougou ne savait pas. Ouagadougou ne savait pas, n'a pas. Vous dites pas que vous êtes les moins nantis pour ce qui est des sports burkinabés et tout. On n'a pas senti Ouagadougou vraiment bouger, sentir qu'il y avait vraiment du volley. C'est un problème de communication, c'est des désintérêts, qu'est-ce qu'il y a? Bon, pourtant, quand vous regardez le public lors des phases finales, il y avait suffisamment de monde. Peut-être que l'information est parvenue tardivement, ce qui fait que lors des phases éliminatoires, il n'y avait pas du monde. Donc, je pense qu'à ce niveau, il y a matière à revoir. Et je pense que pour les prochaines compétitions, dont notamment le championnat national qui va commencer la semaine prochaine, les différentes ligues mettront les bouchées doubles au niveau de l'information
pour que le public ait l'information à temps et puisse participer effectivement. Évidemment, on le sait, vous l'avez dit, on a vu le public qui vient, on sait que le public burkinabé aime le volleyball, on l'a vu à plusieurs reprises, surtout quand on organisait de façon, je ne dirais pas récurrente, mais quand même plusieurs fois ce genre de compétition-là. On a vu beaucoup d'attractions, le volleyball, mais on a senti après cette embellie-là qu'il y a quand même une sorte d'accalmie au niveau donc, du volleyball. Qu'est-ce qui explique un peu cela? Parce que vous êtes un peu dans le creux de la vague en termes donc, de compétition internationale, parce que au niveau de la zone 3, quand même, ça bougeait côté Ouagadougou. Oui, je pense qu'il y a d'abord la maladie Covid-19 qui a freiné un peu le mouvement. Il y a le problème sécuritaire du pays. Et ça fait que ça a marqué quand même négativement. Et il y a quand même aussi l'ensemble de la communication au niveau de la fédération. Il faut dynamiser un peu plus avant les compétitions pour que les gens puissent avoir l'information vite, à temps et pouvoir participer. D'accord. En tout cas, je sais qu'on a assisté à de très belles appoignades. C'est assez intéressant le volleyball. Vous l'avez dit, maintenant, quand on parle donc des résultats sur le terrain, le Burkina Faso, en tout cas à un moment donné, on avait des joueurs d'exception qui allaient monnayer leur talent à l'extérieur. On a vu aujourd'hui Sylvie Koyo, c'est vrai qu'avec le poids de l'âge qui avait fait le beau jour du Stella Club d'Abidjan et puis je crois un club en Côte d'Ivoire, là je dans 2 clubs en Côte d'Ivoire avant de venir ici. Le volleyball burkinabé s'exportait avec ses joueurs et tout ça, mais on a l'impression que au lieu que ça soit beaucoup, ces exemples-là soient beaucoup plus suivis, on a l'impression qu'il y a une régression. Oui, on a marqué le pas parce que quand même au niveau de la relève, nous avons beaucoup de soucis et quelques soucis que nous tentons de combler pour que nous puissions revenir à ce niveau. N'empêche qu'au niveau des hommes, ça semble aller. Donc le problème se pose au niveau des dames. Et donc il y a un pas qui s'est rompu à un certain moment que nous devons tout faire pour colmater, recoller et puis revenir à ce niveau. Vous faites bien de le dire, c'est vrai qu'au niveau des dames, ça se remarque pour ceux qui ne sont pas des puristes. En tout cas, il y a des visages que vous voyez, ça fait quoi, 10-15 ans, c'est les mêmes visages. Il y a des difficultés à avoir du sang neuf. Alors que quand on dit volleyball, on se dit que d'abord le vivier, c'est le milieu scolaire, après estudiantin et tout. Donc ça devrait couler. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'il a la cassure? Il y a un ensemble d'éléments. Quand vous regardez aujourd'hui l'USUBF, qui était la base de sélection des différents clubs, l'USUBF au niveau scolaire ne marche pratiquement plus. Il n'y a plus d'intérêt. Vous arrivez à l'USUBF, vous voyez les finales grandes écoles, mais vous ne voyez pas les finales au niveau des lycées. Voilà, cette année ça a repris. Mais ça fait déjà 2 ou 3 ans que nous n'avons pas pu jouer des finales normales au niveau lycée ou collège. Donc il faut que d'abord à ce niveau on puisse remettre les éléments en place, notamment les équipes scolaires. Et maintenant, comme je dis, il faut coller cette partie-là aux grandes écoles et aux clubs. Donc le gros souci, c'est à ce niveau. Voilà, vous faites bien, vous ouvrez donc cette boîte-là qui est l'USUBF. Je pense que ça fait beaucoup de gorge chaude. Aujourd'hui, avec cette guéguerre qu'il y a eu entre le ministère des Sports, le ministère de l'Éducation par rapport à l'organisation, aujourd'hui on se rend compte que apparemment c'était bien avec le ministère des Sports parce que là on arrivait quand même à avoir les compétitions, mais depuis que cela a éclaté, on a l'impression qu'au niveau donc du ministère de l'Éducation, ce n'est pas forcément je dirais leur priorité. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'impression que moi j'ai. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut revenir? C'est exact. Ramener ça au niveau du sport, du ministère des Sports qui va en faire une priorité parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, les élèves, les étudiants sont pénalisés. Ça créait ce vivier-là, ça alimentait, comme vous l'avez dit, que ce soit en football, en volleyball, en basketball ou en handball. On avait quand même cela parce que c'était pratiquement pluridisciplinaire et ça marchait quand même. Oui. Il faut dire que le volleyball est un sport universitaire, donc qui va généralement de la base, du scolaire jusqu'à l'université. Et c'est rare de voir un volleyeur venir comme ça. Ils sont très peu nombreux. Génération spontanée, donc il faut exactement, il faut que ces deux entités-là coordonnent leurs activités pour que nos disciplines n'en pâtissent pas. Tout à fait. Particulièrement au niveau du volleyball, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué au niveau scolaire parce que le temps de formation est très très long.
Donc pour les filles, c'est plus long que les garçons. Tout à fait. Donc avec une conjugaison d'efforts des deux entités, la discipline va en gagner et va gagner du moins de meilleurs jalons. Mais quand on regarde, on a les finales qu'on a eues tout à l'heure, c'était face au Ghana. Côté homme, c'était vraiment le Ghana qui était le détenteur du titre, on le lui a enlevé, ce qui est déjà très bon. Félicitations à l'AS Douane pour cela. Maintenant, les Ghanéennes, elles ont eu raison de nos dames. Mais on a l'impression que pour ce qui est du Ghana, on est beaucoup, je ne vais pas dire beaucoup plus sérieux ou bien beaucoup plus organisé, mais dans tous les cas, on a une réalité, ils sont vraiment beaucoup plus en avance sur nous. Qu'est-ce qu'il y a à copier? Pourquoi est-ce que le modèle ne marche pas chez nous? Qu'est-ce qu'il faut changer? On est toujours avec eux. Il faut quand même pouvoir tirer leçon du fait qu'on les côtoie. Absolument. Les Ghanéens sont plus rigoureux, stricts dans ce qu'ils font. Et particulièrement au volleyball, vous constaterez que c'est toujours pratiquement le même club, Ghana Police. On se rend compte qu'il y a un regroupement de volleyeurs et pratiquement ceux qui sont intéressés par la discipline sont recrutés dans ce corps. Donc ça fait que le corps est fort et il y a toutes les conditions d'entraînement et de carrière dans cette discipline. Alors que là, nous avons différents corps qui essaient de participer. On avait avant l'USFA, mais vous voyez, avec les difficultés actuellement sécuritaires, les joueurs au niveau de l'USFA sont beaucoup sur le terrain, donc l'entraînement prend un coup. Il y a la douane qui essaie, il y a la Sonabel, mais il leur faut apprendre aussi l'organisation efficiente et la rigueur dans l'entraînement pour pouvoir arriver à ce stade. Mais je pense que c'est une occasion qui nous a été donnée de le constater et nous allons maintenant mettre en place quelque chose qui va nous permettre. Nous sommes avec Guy Guendé, il est DTN, directeur technique national, donc vous savez de quoi vous parlez. Vous dites il nous manque la rigueur. Moi, la question que je pose, c'est une question de moyens. La question, elle est organisationnelle, ou bien c'est une question d'intérêt, ou bien c'est les messieurs à l'intérieur chez qui ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui explique cela? Je disais tantôt, il y a si c'est les moyens, dites-le. S'il faut plus, il faut crever l'abcès. Nous n'avons pas de sponsors. Pratiquement tous les sports de main n'ont pas de sponsors. Mais quand cela ne tienne, il y a l'organisation aussi qui est très très importante dans toute association. Et quand votre organisation est assez bien huilée et parfaite, on peut bien avancer. Alors que là, nous avons quand même beaucoup de difficultés. D'accord. Organisation. Vous avez parlé de moyens. C'est vrai que on dit que le tissu économique burkinabé est tellement mince que tout le monde tape à la même porte. Mais là, on a vu depuis quelques années le Burkina qui a mis en place un fonds national de développement au sport qui, à mon avis, parce que c'est alimenté par non seulement au niveau des téléphonies et tout ça, pour moi, ça aurait permis quand même de donner un souffle nouveau au sport en général en termes donc de financement. Quels sont vos rapports avec ce fonds national-là? Est-ce qu'évidemment, il soutient évidemment comme le football, le volleyball, comme on soutient le football, parce qu'à partir du moment où je pense que ça a été mis en place pour véritablement apporter ou soulager un peu les fédérations. Je pense que la fédération a bénéficié souvent du fonds, et plus d'une fois lors des championnats, lors de nos sorties, nous avons eu un soutien conséquent du fonds. Et nous espérons qu'ils vont doubler leur soutien. Et pour comme au football, pourquoi pas avec des primes qu'on accorde donc aux athlètes pour leur permettre d'être un peu réguliers, parce que c'est pas les moins nantis quand même. Oui, ça c'est vrai. On voit que le football bénéficie de grandes choses et nous on en veut un peu. Et actuellement, quand vous voyez que les joueurs de D1 en football sont rémunérés, il y a un minimum, et que dans ces autres disciplines, il n'y a rien. Ça frustre quand même, mais on espère que le fonds ouvrira l'œil aussi de ce côté. Et nous avons besoin d'un minimum pour que les différentes équipes de D1, de D2 soient à l'aise et puissent s'occuper d'autres choses. Parce que nous avons notre matériel qui coûte assez cher. Quand vous prenez une balle de volleyball de bonne qualité, vous n'avez pas moins de 35 000 francs. Wow. Le filet de volley avec les antennes et tout, vous êtes à 90 000, 100 000. Bon, donc ça aussi, ça nous pose un problème. Voilà, donc on a besoin encore du soutien du fonds. Et un soutien plus élevé qui va nous aider à
élaguer quelques difficultés à nous concentrer maintenant sur les autres éléments. Parlons de l'équipe nationale. On a vu, l'échéance, c'est dans quelques mois. En Côte d'Ivoire, le président l'a dit. Comment on prépare l'équipe nationale? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a longtemps, moi j'ai pris un peu de recul par rapport au volleyball parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités aussi. Donc voilà. Mais bon, est-ce qu'on a une équipe nationale assez compétitive qui sera capable d'aller nous représenter dignement à Abidjan? Parce que le Burkina comptait quand même au niveau du volleyball. Parlant de l'équipe nationale, il faut dire que, d'abord ma pensée va vers notre coach que nous avons perdu, M. Sylvain Almami, et paix à son âme. Et depuis le retour de Kigali, donc nous n'avons pas pu, pour le moment, regrouper l'équipe nationale. Donc il nous faut penser à le remplacer. Et avec le championnat qui va démarrer, s'il plaît à Dieu, la semaine prochaine, nous allons commencer maintenant avec un collège d'entraîneurs à travailler justement sur la sélection, à aller en clinique du travail, c'est-à-dire les regrouper ponctuellement sur des thèmes bien précis et pour aller terminer en août. En ce moment, on aura fini le championnat, on aura su, comme on dit, qui est qui, et en ce moment, on nous fera un regroupement bloqué pour aller à Abidjan et on espère que ça va aller. On a vu la polémique aussi qui est née avec la participation. C'est pas une polémique, certains n'étaient pas forcément contents de la participation du Burkina Faso à la Coupe d'Afrique de volleyball à Kigali parce qu'on a estimé que on n'était pas prêt ou en tout cas on n'a pas été. Alors que on a vu les techniciens étaient plutôt contents de la participation parce qu'il faut multiplier ce genre de participation. C'est la première fois, je pense. C'est la première fois que le Burkina participe à ce niveau de compétition-là. C'est tout à fait normal. Et à un certain moment, il faut aller voir ailleurs. Dans la zone, on connaissait à peu près toutes les équipes. On savait qui est qui. Et nous avons des équipes qui ne participent aux compétitions de la zone que quand il y a qualification pour un tour suivant. Vous avez vu, le Nigeria n'est pas venu. Les équipes nigérianes ne participent que quand il y a une phase qualificative. Donc on est toujours avec le Ghana, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Donc il était normal qu'à un certain moment, on puisse aller voir ailleurs. Et ça, c'était la bienvenue. Je pense qu'on est parti, on a vu, et on voit ce qu'il y a, la différence entre notre niveau actuel et ce qui s'est passé là-bas. Et ça va nous permettre maintenant de revenir, de travailler pour essayer de quitter le niveau auquel nous sommes. Nous ne pouvons pas être à ce niveau directement parce qu'on n'a pas été bien classé. Ça, c'était normal. Mais on peut bouger quand même d'un échelon et aller à l'échelon supérieur. Oui, mais aller voir, c'est bien, mais il y en a qui ont peur que leur équipe nationale aille se faire humilier. C'est souvent ça la crainte. On n'a pas le choix. Il faut aller se frotter et acquérir d'autres expériences et savoir, même à un certain moment, que là, on ne peut pas, mais on va chercher ailleurs. Voilà, c'est nécessaire souvent quand on a l'opportunité, il faut la saisir et puis y aller. Et c'est ce que nous avons fait. Sur le plan diplomatique maintenant, on a vu à un moment donné le Burkina Faso qui avait fait une offensive au niveau de la zone, en voulant même, je crois, on devait occuper. Voilà. Est-ce que au niveau de la fédération, de la Confédération africaine de volleyball, ça continue? Est-ce qu'on a toujours des ambitions à ce niveau-là? Parce qu'on a vu aussi, voilà. Oui. Au niveau de la KVB, notre président est vice-président de la KVB. Mais on veut la tête maintenant. On veut la tête, mais... On a tenté, mais... Oui, on a tenté, on n'a pas eu. Donc maintenant, nous sommes vice-présidents. Et c'est ce qui fait que nous avions aussi la zone 3. Et depuis le colonel Cabré, le chef d'état-major de l'armée actuellement. Donc on est monté quand même à la KVB comme vice-président, et c'est bien. Voilà, maintenant ils cherchent, on va rentrer dans... Est-ce qu'on ne va pas encore tenter? Parce que c'est vrai qu'on a échoué avec le colonel Cabré. On a vu tout ce qu'il y a. Parce que là, on a vu évidemment le soutien de l'État. Parce qu'à l'époque, c'était donc la transition. Donc on a vu véritablement que le colonel Cabré a eu vraiment le soutien pour véritablement préparer sa campagne, même si pour certains, c'était un peu précipité, c'était un peu pas... Mais dans tous les cas, pour nous autres, on était déjà content qu'un Burkinabé essaie d'affronter un cacique de la Confédération. Mais après, ce n'est plus arrivé, on n'a plus eu cette ambition. Il faut dire qu'après, ça n'a eu que 2 mandats. Et c'est le deuxième, nous sommes rentrés comme vice-président. Et j'espère qu'il y aura un président qui va briguer ce mandat et qui va l'avoir.
Voilà. C'est vrai qu'on parle de la diplomatie sportive, parce que quoi qu'on dise aussi, dans ces instances, c'est toujours bon d'avoir des nationaux. Ça permet, sur le plan organisationnel même, de venir avec de l'expertise après et booster les choses. Mais moi, quand je vous écoutais tout à l'heure, moi j'ai beaucoup de crainte quand même. Parce que derrière tout ça, c'est qu'il faut avoir des athlètes. Et beaucoup ont fait, par exemple, le choix de sport-études. Et c'est là où il y a le vivier. Alors que nous, on a cassé ça. Est-ce qu'il ne faut pas craindre à la fin? Non, je pense que nous avons trouvé une autre solution, qui est les écoles de volley-ball. Okay. Voilà. Et à partir de ces écoles, il y a un projet de la relève au niveau fédéral avec les différentes ligues qui va être remis en place. Et avec ces écoles-là, nous allons pousser. Nous avons déjà essayé à 2 ans, par l'aide du comité olympique, où nous avons eu un bon projet qui avait cadré 25 écoles. Voilà. Bon, malheureusement, comme le projet c'est juste pour 1 année, et maintenant la fédération va maintenant continuer avec sa propre politique qui va continuer avec cela. Mais ce qu'on sait dans ces réalités-là, souvent quand vous êtes dans des projets genre un peu pilotes, vous avez tout l'accompagnement, on sait, c'est le nerf de la guerre. Maintenant, quand on vous dit, bon, on pense qu'on a permis de booster les choses, allez-y, c'est là tout commence comme problème. Absolument, mais la fédération a conscience de ça, et je pense que l'année passée, au conseil de gestion, ça fait l'objet justement d'études assez sérieuses, de critiques, et la fédération, le bureau exécutif a pris cela à bras le corps, et bientôt justement on va travailler dans ce sens. D'accord. Et rappelons qu'à la fédération actuellement il y a un vice-président chargé de la relève, donc uniquement pour travailler dans le domaine de la relève. En tout cas, moi personnellement, j'insiste, je veux voir aujourd'hui un jour au volleyball aussi, où on va fixer un salaire minimum, parce que quoi qu'on dise, ça permet également aussi de tenir les gens, parce que là, en football, il y a un salaire minimum, même si c'est pas beaucoup, en volleyball, même s'ils ne veulent pas atteindre le niveau du football, mais qu'on ait quand même que les fédérations aillent à ce niveau-là. Et moi, je suis de ceux qui pensent que il faut que de façon naturelle, le fonds aussi accorde à toutes ces fédérations-là, comme on accorde au football, quitte à ce qu'on mette un cahier de charges en place pour permettre donc à ces athlètes-là aussi de pouvoir vivre. Parce que là, aujourd'hui, je comprends un peu la frustration des autres fédérations. On met un salaire minimum pour le football, certes, comme si les autres disciplines n'existaient pas. C'est comme quelqu'un l'avait dit à un moment donné, c'est l'État qui paye les joueurs, les footballeurs burkinabés, ce qui n'est pas forcément normal. Soit on le fait pour tout le monde. On a dit non, c'est une bourse. Il y a eu tellement de problèmes parce qu'on ne savait même pas quel nom donner. Est-ce qu'il faut des primes? Est-ce qu'il faut des bourses? Parce qu'évidemment, mais toujours est-il que ça reste comme un salaire. Et si ça se fait au niveau du football, à mon avis, si on doit pouvoir permettre de développer, en tout cas, en mettant un cahier de charges de telle sorte que on puisse emmener les disciplines aussi à aller vers ce niveau-là pour permettre, même si c'est déjà dans un premier temps fixé pour les premières divisions, ça serait déjà pas mal au niveau du volleyball, parce que moi, je pense qu'il faut y aller, sinon ça devient de la discrimination, elle est assez criable, il faut dénoncer cela. Claude, ce que vous dites, c'est bien. Mais à la réalité aussi, c'est que même quand vous regardez le football, c'est pas pour autant que on est si peu que ça et que ce soit sauvé. Non, parce que quand vous regardez les difficultés, je veux dire que les difficultés demeurent, mais il y a un problème de fond. C'est que en football, le cahier des charges, est-ce que c'est respecté? Qu'est-ce que ces clubs-là, parce que c'est l'État qui les paye, qu'est-ce que ces clubs-là, en retour, est-ce qu'évidemment ça arrive à destination? Ça c'est notre problème, vous allez me dire, mais déjà, que ça a été déjà évoqué pour le football, ça fait longtemps que le football en bénéficie, il va falloir aussi dupliquer ça sur les autres disciplines, sinon après ça devient difficile, parce que de quel droit l'État va payer en tout cas les footballeurs et ne pas payer les voleurs? Moi je suis pas d'accord, et aujourd'hui cette discrimination doit cesser dans tous les sports. Si l'équipe nationale de football prend de l'avion pour aller en Côte d'Ivoire, il faut que l'équipe nationale de volleyball prenne l'avion aussi pour aller jouer en Côte d'Ivoire, et je pense qu'il faut arriver à cette équité là. Je ne dis pas de faire de façon égalitaire, mais d'être au moins dans l'équité qui va permettre en tout cas qui va permettre aux autres disciplines là de pouvoir aussi souffler, sinon après ça devient difficile, quitte à ce qu'on pose des conditions pour permettre à la discipline de se développer. Ça même ça va permettre également forcément à cette discipline de se développer. Après on peut dire le football c'est comment on appelle ça,
c'est peut-être le sport le plus populaire, le sport roi comme on dit. Ok, on ne dénie pas ça. On ne dénie pas. Non, on ne nie pas cela. On ne nie pas ça, mais on veut quand même notre part. Tout à fait. Pas de façon égalitaire, mais au moins un peu de regard. Et je pense que je me fais quand même le porte-flambeau, le porte-voix donc de cette cause-là pour évidemment, parce que je suis pas d'accord qu'aujourd'hui on investit beaucoup dans les infrastructures de football, ça ne réussit d'ailleurs même pas. Voilà, ça encore on peut en parler, alors qu'on aurait pu faire des complexes sportifs qui va permettre donc de regrouper plusieurs disciplines et on réglait le problème une bonne fois que d'aller de cette façon. Ça c'est mon avis. Mais ce que vous dites est pertinent, parce que même la question infrastructurelle, s'il s'agit que de construire des stades et penser qu'au football, alors qu'on sait que très souvent il y a beaucoup d'autres sports à côté, on peut conjuguer les choses. Quand cet effort-là ne se fait pas, c'est des sports qu'on tue. Tout à fait. Je pense que dans plusieurs pays c'est des complexes qui sont faits. Par exemple, on fait un terrain de football juste en annexe. On pouvait faire un terrain de volleyball, un terrain donc de basketball. Ça permettait quand même, voilà, dans ces régions-là, permettait quand même à ces jeunes-là, parce que tout le monde ne fait pas que le football. Voilà, pour permettre donc à ces jeunes-là aussi de pratiquer le sport qu'ils aiment. Et puis bon, voilà, pourquoi pas. D'accord. Merci bien Claude Romba d'être passé sur ce plateau. On dira aussi merci à Guy Md, qui est le directeur technique au niveau de notre volleyball burkinabé. L'AS Douanes qui s'est imposé aujourd'hui, ça c'est une fierté face aux Ghanéens qui sont plus organisés. Mais ici, on a cette foi-là en ce qu'on fait. Et je pense que c'est cette niaque-là qui a eu raison des Ghanéens. Mais on va continuer d'apprendre d'eux. Je pense que ça aussi, c'est très important. Merci d'être passé. Merci. Encore Guy Md. Merci Claude Romba. C'est donc la fin de ce JDS, le journal du dimanche soir que j'ai pris plaisir à présenter. On se donne rendez-vous dimanche prochain, toujours la même heure, 19h30. Et d'ici là, portons-nous bien.